Bonsoir. Nous représentons l'Institut d'éthique contemporaine, un groupe fondé en 2011 qui regroupe aujourd'hui 3000 membres sur Facebook. Donc on organise des débats comme ce soir et on regroupe plusieurs spécialistes dans les sciences humaines. Donc je voulais remercier le patronage Jules Vallès. Ah, ça marche un peu mieux. Grâce à qui cette soirée est possible, et évidemment Jean-Christophe. Donc sur cette question d'éthique, surtout dans le débat actuel, il est quand même intéressant de distinguer la morale, les principes, les lois, et l'éthique, où on pense la finalité de l'action, telle qu'on la retrouve à travers l'impératif catégorique kantien, où il est plus sujet de la finalité de nos actions, et donc d'avoir une pensée réfléchie sur nos actes, que sur le fait d'obéir à des lois naïvement sans savoir où ça nous mène. C'est pour ça que dans le politique, on va s'interroger surtout ce soir par rapport à cette incarnation. Qu'est-ce que ça pourrait donner qu'une éthique en politique? Quelle forme ça doit prendre? Est-ce que ça doit relever plus des valeurs individuelles de nos élus? Est-ce qu'ils doivent être sélectionnés pour une certaine vertu? On y reviendra plus tard. Ou est-ce qu'ils doivent plus coopérer, respecter des principes, les droits de l'homme, les valeurs de la République, et incarner une certaine confiance également, parce qu'ils sont aussi en droit d'être admirés, ils nous représentent, ils sont censés aussi protéger nos droits. Donc qu'est-ce qu'on est en mesure d'attendre de l'éthique en politique? Alors cette question de la vertu en politique, vous vous en doutez, elle est plus qu'ancienne. Déjà en Grèce antique, on se posait la question avec Aristote dans l'éthique et Nicomède. Elle était totalement liée, la politique était totalement liée à une notion d'éthique, à un comportement dans la quête du souverain bien. C'est ce qu'on va retrouver également chez Rousseau dans la lettre à la vertu, où il dit « Mon bonheur dépend du concours de mes semblables. Il est manifeste que je ne dois plus me regarder comme un être individuel et isolé, mais comme une partie d'un grand tout. » Donc là, à travers ces mots, on voit quand même une perspective beaucoup plus large qu'un point individuel, où c'est une pensée avec un certain désintéressement pour soi du rôle de politique, et une pensée pour la communauté et pour son peuple. Montesquieu, dans l'Esprit des lois, dans la préface, plus exactement, nous invite à se vouer par vertu politique à l'égalité devant les lois de la République. Donc là, on retrouve cette idée du collectif et donc la nécessité, quelque part, de valeurs communes ou de s'entendre sur l'objet de notre travail. Donc cette question de l'incarnation et de la pratique, Bernard Crétin, donc de l'Institut d'éthique contemporaine, et Jean-Christophe Picard vont débattre ce soir. Je vous laisse la parole. Alors je vais quant à moi donc aborder le problème de l'éthique en politique d'une façon plus concrète. Mais en même temps, j'essayerai de remonter aux principes pour essayer de les interroger. Alors je donnerai peut-être quelquefois l'impression de me faire l'avocat du diable, mais plus modestement, j'apporterai, par les questions que je poserai tout au long de mon exposé, juste ce qu'il faut de poil à gratter pour engager le débat. Les hommes politiques doivent être vertueux. De cette vertu qui exige, selon le mot de Montesquieu, une préférence continuelle de l'intérêt public sur le sien propre. Faire de la politique doit signifier vivre pour la politique. Mais dans la réalité, par nécessité, les hommes politiques vivent aussi de la politique. Leur intérêt personnel peut donc, pour cette raison et pour d'autres raisons, influer sur la défense de l'intérêt général qu'ils sont censés porter. D'où le besoin d'imposer par la loi certaines règles d'exercice de leur mandat pour contrecarrer cette tendance. Car la vertu ne résiste pas toujours à l'appât du gain, à l'appétit pour les honneurs, à l'attrait pour les facilités. Les hommes et les femmes politiques que l'on voudrait exemplaires
sont en réalité des hommes et des femmes ordinaires, avec leurs tentations et leurs faiblesses. Et c'est donc sur la loi, sur des règlements, sur des procédures, plutôt que sur leur seule vertu que l'on compte pour qu'ils se consacrent à la défense de l'intérêt général. Mais en escomptant de plus qu'ils deviennent ainsi plus vertueux. C'est la logique des différentes lois de moralisation qui ont été promulguées au cours de ces dernières années que d'encadrer leurs pratiques pour, d'une part, s'assurer qu'ils remplissent leurs fonctions dans l'intérêt général et en même temps qu'ils deviennent, par l'habitude de ces pratiques, plus honnêtes. Ainsi, l'association Anticorps, que nous accueillons donc aujourd'hui en la personne de son président, résume bien cette logique de moralisation par la loi. On peut lire sur son site, ouvrez les guillemets, « La loi doit renforcer un socle sur la base duquel une culture de probité et d'exemplarité devra se développer. » Fin de citation. On savait que la peur du gendarme rendait prudent. C'est un principe simple que chacun peut vérifier sur la route ou ailleurs. Mais la peur du gendarme rend-elle vraiment plus vertueux? En tout cas, c'est le pari qui est fait, et les lois se sont succédées au cours des dernières années, allant à chaque fois, par petites touches, vers une réglementation de plus en plus stricte des situations de conflit d'intérêts, de l'utilisation de l'argent public, de la rémunération des élus, du financement des activités politiques. Il y en a qui proposent, là où la loi ne peut agir, ou pour éviter d'y avoir recours, de mettre en place un code de déontologie que chaque élu s'engagerait à respecter, comme cela se pratique pour d'autres professions, mais pas encore en politique. C'est une idée à creuser, mais est-ce bien si différent dans le principe? Il s'agit toujours de compter sur une contrainte d'où découlerait la vertu. Contrainte extérieure par la loi ou contrainte intériorisée dans le cas d'un code de déontologie. L'intériorisation du gendarme le rendrait-il plus efficace? C'est possible. Et c'est pourquoi le code de déontologie est une piste à étudier. Mais revenons à la loi, puisque code de déontologie, il n'y a pas. La dernière loi, dite de confiance dans la vie démocratique, votée en août dernier, marque une avancée importante dans le sens du contrôle de l'utilisation de l'argent public et de la limitation des situations de conflit d'intérêts en particulier. La France rejoint ainsi, ou du moins se rapproche, des meilleures pratiques des pays d'Europe du Nord, souvent données en exemple. D'aucuns, malgré tout, relèvent l'aspect inachevé de cette dernière loi. Je ne rentrerai pas ici dans cette polémique sur l'inachèvement de la loi, et c'est sur le plan de l'éthique que je me placerai pour m'interroger, non pas sur les prétendus manquements à la loi, mais en amont sur les principes qui justifient, depuis plusieurs années, les lois de moralisation de la politique. J'aborderai ainsi plusieurs points qui peuvent interroger quant au rapport de la politique et de l'éthique. En particulier, le principe de transparence et le rôle des médias. La transparence d'abord. Que les élus soient exemplaires, que leur comportement soit plus vertueux que ceux de tout citoyen lambda. On peut bien sûr le souhaiter. Mais doit-on exiger d'eux, pour cela, la transparence sur toutes leurs actions et transactions? La transparence est une tendance forte de notre société contemporaine, où le jugement de l'opinion compte souvent bien plus que le jugement de la justice. La peur du jugement du public, par médias et réseaux sociaux interposés, serait-elle plus efficace que la peur du gendarme, de la loi, pour rappeler les hommes politiques à leurs devoirs? Pour ce qui concerne leurs activités dans le cadre de leurs fonctions, c'est-à-dire leur rémunération, et globalement l'usage qu'ils font de l'argent public, on peut arguer que la transparence est non seulement souhaitable, mais requise pour un bon exercice de la démocratie. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame en effet, à l'article 15, « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. » De cette transparence de leurs activités publiques, que l'on devrait plutôt appeler publicité, dans le sens étymologique de rendre au public, nous nous approchons loi après loi, même s'il existe encore des zones d'opacité
qui empêchent un bon contrôle de l'utilisation de l'argent public. Par contre, la transparence doit-elle être exigée sur les actions et transactions privées? L'exhibition forcée du patrimoine, des revenus, des dépenses et finalement de la vie privée des hommes politiques ne pose-t-elle pas un problème éthique? L'inviolabilité de la vie privée est une valeur fondatrice de nos démocraties libérales et donc l'un des principes de notre droit. Dès lors, faut-il y contrevenir au nom de la recherche de la probité des hommes politiques? Lever cette inviolabilité de la vie privée pour les seuls hommes politiques est-il indispensable? Si oui, ne faut-il pas que s'applique un principe de proportionnalité entre la mesure appliquée et le but recherché? Par exemple, était-il bien nécessaire, suite à l'affaire Cahuzac, que le patrimoine privé des ministres soit accessible sur Internet, afin de s'assurer qu'ils ne s'enrichissent pas au détriment de la collectivité pendant leur mandat? Une déclaration à une haute autorité ad hoc n'aurait-elle pas été suffisante? Déclaration qui aurait pu, de plus, être contrôlable par les services fiscaux, voire par la justice. N'est-il pas d'ailleurs contradictoire avec cette mesure que, pour les notes de frais que les députés devront dorénavant produire pour être remboursés de leurs frais de mandat, personne ne réclame qu'elles soient rendues publiques, accessibles sur Internet, alors qu'il s'agit là d'argent public. Et l'on considère qu'un contrôle par une commission de déontologie au sein de l'Assemblée sera suffisant. Mais il est vrai qu'il s'agissait à l'époque de réagir à l'affaire Cahuzac, qui avait à juste titre défrayé la chronique. Réagir plutôt que prendre du recul pour mieux agir, l'éthique y trouve-t-elle son compte? Plus fondamentalement, le problème éthique que pose la transparence des affaires privées des hommes politiques, c'est qu'elle excite, par médias ou réseaux sociaux interposés, le voyeurisme du public. Et que, le voyeurisme étant sans limite, bien loin de rétablir la confiance, il alimente la défiance des citoyens. Plus on voit, plus on doute de ce qu'on voit, et plus on veut en voir. La transparence exacerbe les passions là où le débat démocratique doit s'alimenter à la raison. Au lieu de s'engager dans ce cercle vicieux transparence-voyeurisme, ne faudrait-il pas plutôt faire la pédagogie des institutions intermédiaires, commissions, hautes autorités, administration, justice? Il s'agit là aussi d'une autre question éthique dans notre société contemporaine. Numérisation aidant, d'une autre question qui est, numérisation aidant, celle de la désintermédiation, de la disparition progressive des intermédiaires. Entre le client et le fournisseur, les commerçants ont de plus en plus de mal à résister au commerce numérique. Entre le citoyen et le dirigeant, les partis politiques ont mauvaise presse. Le citoyen veut contrôler directement le dirigeant qu'il a élu, sans institution intermédiaire. N'est-on pas en train ici d'affaiblir la démocratie, plutôt que la renforcer au prétexte de démocratie directe, comme on le pense souvent? La démocratie ne réside-t-elle pas aussi dans la confiance que peuvent avoir les citoyens envers leurs institutions? La moralisation de la vie politique à coup de transparence n'est-elle pas en train de tuer la fonction de représentation des hommes politiques? Cette visée moralisatrice qui pousse à vouloir que les hommes politiques soient des modèles de vertu, n'est-elle pas en train tout simplement de tuer la politique? Car en effet, pour avoir confiance en eux, que demandent les citoyens à leurs élus? D'être plus vertueux qu'ils ne le sont eux-mêmes? D'avoir un comportement exemplaire dans leur vie privée? Sans doute. Mais ne leur demandent-ils pas d'abord de tenir leurs promesses, leurs engagements publics, c'est-à-dire faire preuve de courage dans l'action pour mettre en œuvre leur programme une fois arrivés au pouvoir? Ou bien alors, autre façon de tenir ces promesses, d'avoir le courage de la vérité et ne pas promettre pour être élus ce qu'ils savent ne pas pouvoir tenir une fois élus? Les citoyens ne demandent-ils pas simplement aux hommes politiques de faire de la politique, au sens noble du terme, plutôt que d'être des parangons de vertu dans leur vie privée?
N'est-ce pas le moyen d'établir la confiance dans la vie démocratique? Mais de surcroît, dans ce jeu entre les citoyens et leurs représentants, il y a aussi cet autre acteur que sont les médias. Par nature, ils doivent informer vite, et ce, d'autant plus qu'ils sont aujourd'hui en concurrence avec les réseaux sociaux. Ils ont ainsi tendance, pour faire un scoop, à faire primer la suspicion de culpabilité sur la présomption d'innocence, jouant ainsi un rôle d'accusateur public. Être suspecté par les médias vaut souvent condamnation plus grave que d'être mis en examen par la justice. Aussi, n'y a-t-il pas un moment où, pour les journalistes, le légal doit prévaloir sur le moral, où ce qui relève de la loi doit être bien distingué de ce qui relève de jugements moraux? On peut se demander, à titre d'exemple, à titre d'hypothèse d'école, disons, ce qu'il en aurait été du résultat des élections présidentielles si tel ou tel journaliste qui a lâché une information l'avait fait quelques semaines plus tôt ou quelques semaines plus tard. Nous serions peut-être dans une configuration politique totalement différente. L'éthique dans la vie politique ne passe-t-elle pas aussi par l'éthique dans l'activité des journalistes? Leur rôle ne serait-il pas aussi, et peut-être d'abord, d'animer le débat public avant de pointer d'éventuels comportements immoraux? Voilà donc, ce sont ces questions que je verse au débat. Questions impertinentes, certes, si on les juge à l'aune de l'opinion commune, mais que je crois en même temps tout à fait pertinentes si l'on veut faire l'effort de prendre le recul nécessaire pour porter un jugement éthique sur la politique. Je vous remercie de votre attention et je passe donc la parole à Jean-Christophe Picard, président de l'association Anticorps. Écoute, merci Bernard, merci Agathe. Merci tout d'abord pour l'invitation au patronage laïque. Voilà, ça y est, il ne fallait pas toucher. C'est toujours comme ça. Merci au patronage laïque Jules Vallès et à l'Institut d'éthique contemporaine. Non, on va y arriver. Pour l'invitation de ce soir. Voilà, il ne fallait pas toucher. On va changer. On y arrive. Je voudrais également saluer, si vous le permettez, comme ça, saluer la présence de Eric Alt, qui est le vice-président d'Anticorps, et de Jean-Yves Lucas, qui est le co-référent d'Anticorps Paris, puisqu'on a aussi des groupes locaux. Anticorps est une association nationale, mais qui a également des antennes locales, ce qui nous permet de regarder justement les affaires qui n'intéressent pas vraiment les médias nationaux, mais qui sont des affaires extrêmement importantes dans les petites villes ou les petits villages. Il y a énormément de problèmes de corruption parce que justement personne ne regarde. Donc on voit aussi d'ailleurs le rôle des médias lorsqu'on ne regarde pas ou lorsqu'il y a peu de transparence, il y a des abus. Alors merci pour cette introduction très intéressante. Effectivement, il y a beaucoup de choses, je pense, d'idées, de débats à lancer après. Effectivement, il y a des choses sur lesquelles on peut débattre. Alors, le premier livre de sciences politiques, vous devez connaître, ça s'appelle Le Prince. C'est écrit par Machiavel. Et on y lit « La fin justifie les moyens ». Et c'est une phrase qui est, je crois, suivie par beaucoup d'hommes politiques. Nous, Anticorps, on pense tout simplement l'inverse, c'est les moyens qui justifient les moyens. C'est les moyens qui justifient la fin. C'est les moyens qui vont donner légitimité au résultat, et même nous pensons, efficacité au résultat, puisque nous constatons que les abus, la corruption, la fraude fiscale, pourquoi pas, hein, mais ça marche pas. On ne peut pas dire que le pays s'enrichit ou que ça permet d'avoir moins d'impôts ou plus de services publics. Donc on pense en plus, au-delà de l'aspect moral, c'est pas efficace. Voilà. Donc nous pensons, encore une fois, que les moyens justifient la fin. Alors, faut-il une éthique politique? Je crois qu'en démocratie, il faut écouter finalement l'avis des citoyens qui ont exprimé à plusieurs moments leur exaspération, notamment un certain 21 avril 2002, où ils ont qualifié au second tour de la présidentielle le candidat d'extrême droite, qui était quand même, rappelez-vous à l'époque, hein, c'était un choc, les médias ont titré le choc, Le Pen, enfin, c'était vraiment le coup de tonnerre, on a pu lire également. Et on nous avait promis que ça allait changer. Le 21 avril 2002, ça fait 15 ans. On nous avait promis que ça allait changer.
Alors suite à ce coup de tonnerre, des citoyens et des élus sont regroupés pour justement réfléchir à ce qu'on pouvait faire pour réhabiliter la démocratie représentative. Les citoyens ont créé une association qui s'appelle Anticor, qui n'est pas une association contre les élus, puisqu'elle était composée d'élus, et qui est une association, encore une fois, qui voulait réhabiliter la démocratie représentative. Et depuis donc 15 ans, nous réfléchissons. Nous sommes connus, c'est vrai, par les médias pour nos plaintes et nos recours, mais c'est pas vraiment ce qu'on préfère faire. Nous organisons de nombreuses conférences. Une université, d'ailleurs, la prochaine sera à Paris, le 6, 7 et 8 octobre. Et nous organisons une cérémonie de remise des prix éthiques où on récompense les comportements vertueux et les élus ou les journalistes ou les citoyens qui montrent l'exemple, parce que on parle beaucoup des pourris, mais il y a énormément plein de gens talentueux et brillants et courageux. Je pense aux lanceurs d'alerte qui méritent qu'on, de temps en temps, on jette la lumière sur eux. Et Anticor également, à chaque élection, propose des chartes éthiques, c'est-à-dire des dispositions, des mesures que nous proposons aux candidats qui seraient en manque d'inspiration, en espérant que ces candidats intègrent dans leur programme nos propositions, justement pour lutter contre la corruption, la fraude fiscale, le gaspillage de l'argent public. Ça pourrait être un débat à part entière, parce qu'il y aurait aussi beaucoup à dire. Donc voilà, après ce 21 avril, il y a eu, donc nous avons créé notre association, mais on peut pas dire que, on va dire, il y a eu une vraie prise de conscience. Il y a eu d'autres mini 21 avril, rappelez-vous, il y a 2 ans, avec le résultat des régionales, avec un score extrêmement important donné au Front National, encore une fois. Libération avait titré le sursis républicain, il y a 2 ans. Pardon. Et depuis 2 ans et demi, on nous avait dit plutôt, parce que c'est passé, que Marine Le Pen serait au second tour de la présidentielle. Et tout le monde finalement s'était habitué à l'idée, ce qui est quand même peut-être pas très sain dans une démocratie, que l'extrême droite soit automatiquement à tous les coups qualifiée au second tour, pour le second tour de la présidentielle. On nous avait même annoncé qu'elle aurait le meilleur résultat au premier tour. Donc on a eu des signaux émis par les citoyens nous disant bon, on veut que ça change, on veut une autre classe politique. On peut pas dire vraiment qu'on ait entendu leur avertissement. Je vais vous donner quelques exemples pour savoir où on en est, parce que on peut aujourd'hui gloser sur est-ce qu'il y a trop de transparence ou pas. Effectivement, c'est un vrai débat. Mais je vais vous donner quelques exemples récents pour vous montrer à quel niveau on est arrivé. Juin 2014, le président de la République, François Hollande, a proposé comme défenseur des droits, une fonction importante prévue dans la Constitution, un certain Jacques Toubon, 73 ans, qui s'était notamment illustré lorsqu'il avait été ministre de la Justice en envoyant en hélicoptère en Himalaya, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour récupérer un procureur en vacances afin d'étouffer l'affaire Tiberi. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, les guignols de l'info, Jacques Toubon l'appelait le nettoyeur, il nettoyait les affaires. Eh bien ce monsieur a été récompensé et donc il est devenu défenseur des droits. Vraiment, n'y avait-il personne d'autre à nommer cette prestigieuse place que quelqu'un qui, avec l'argent public évidemment, envoyait les hélicoptères en Himalaya. Janvier 2015, je cite souvent cette citation parce que je crois que c'est le top du top. Un certain Bernard Sauvé, questeur UMP du Sénat, passe dans Pièce à conviction et on lui demande, les journalistes lui demandent, mais est-ce que vous trouvez normal que le groupe politique UMP au Sénat retire du liquide et le redistribue aux sénateurs? Et il a cette réponse magnifique devant la caméra, donc j'invente rien. C'est une pratique immorale, car certains sénateurs ont peut-être touché plus que d'autres. Bon, d'accord, pourquoi pas. Mai 2015, les militants UMP réservent une standing ovation à Éric Woerth. Éric Woerth a-t-il été blanchi dans l'affaire Bettencourt? Pas du tout, nous dit le jugement, qui effectivement le relaxe, mais qui a quand même des attendus pour le moins sévères, puisqu'on nous dit « Il existe donc une forte suspicion de remise d'argent des fonds Bettencourt à M. Woerth, sans que la démonstration de la remise ne soit totalement acquise, donc on peut pas dire qu'il soit blanchi. » Donc Éric Woerth n'a pas été acclamé parce qu'il était innocent, ce que personne ne croit, évidemment, lorsque le trésorier du candidat Nicolas Sarkozy va voir Madame Bettencourt pendant la campagne, c'est pas pour boire le thé, c'est pour récupérer des fonds, sans doute bien. Donc Éric Woerth n'a pas été applaudi parce qu'il a été blanchi, mais parce qu'il ne s'est pas fait prendre. C'est pour ça qu'on l'a applaudi. Et aujourd'hui, M. Woerth fait toujours une belle carrière. Juin 2016, il n'y a pas longtemps, la Commission nationale d'investiture LR investit à l'unanimité
Patrick Balkany pour les législatives. Ce dernier finira, grâce à l'opinion publique, qui a été un petit peu contrariée, il finira par renoncer de lui-même, mais c'était il y a un an de ça, on avait investi Patrick Balkany. Janvier 2017, on se rapproche, Pénélope Fillon est accueillie par une standing ovation, également, par les militants LR. Alors, j'ai toujours pas compris pourquoi les militants LR avaient applaudi Pénélope Fillon, que les militants des autres partis applaudissent Pénélope Fillon en disant chouette, elle va faire perdre François Fillon, j'aurais compris, mais que les militants LR applaudissent Pénélope Fillon, c'est un petit peu comme si les passagers du Titanic applaudissaient l'iceberg, puisqu'ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient en train de perdre. Enfin, ils en sont un petit peu rendus compte depuis. Alors, résultat de cette nonchalance, et on pourrait multiplier les exemples à l'envi, il suffit de lire la presse, selon un sondage IFOP en mars 2017, donc à un mois du premier tour de l'élection présidentielle, 74% des personnes interrogées pensaient que les hommes et femmes politiques étaient corrompus. 74% des femmes et des hommes interrogés. 65% estimaient que le président de la République devait être honnête. Bon, vous me direz, ça fait quand même 35% qui pensent qu'il n'a pas besoin d'être honnête. Hein. J'aimerais bien débattre avec les personnes qui pensent que c'est pas utile d'avoir un président de la République honnête, mais en tout cas, au moins il y a une petite majorité pour penser que c'est un peu mieux s'il est honnête. Alors évidemment, résultat de cette nonchalance et de ce climat, le premier tour de l'élection présidentielle qui a été un peu incroyable, hein, on s'en rend pas encore compte, mais vous verrez dans quelques années, on parlera longtemps de ce 23 avril 2017, où il s'est passé trois choses étonnantes. C'est que d'une part, les deux derniers candidats, les deux derniers présidents de la République n'ont pas pu se représenter à cause du jeu des primaires, notamment François Hollande. C'est la première fois sous la Ve qu'un président sortant ne peut pas se représenter. C'est quand même assez incroyable. Résultat du premier tour, les deux partis dits de gouvernement, pour le coup, ils ont mal porté leur nom, puisqu'ils sont balayés dès le premier tour. Le Front National a progressé en 15 ans, donc depuis ce 21 avril 2002, il a progressé de 26%, ce qui représente à peu près 3 millions d'électeurs supplémentaires. Rappelez-vous qu'il y a 15 ans, on nous disait « ça va changer ». Oui, ça a changé, puisque le Front National a progressé de 26%. Et fait nouveau, le Front National, là aussi, ça a été un petit peu oublié, mais fait nouveau, le Front National arrive à nouer des alliances, notamment avec le parti Dupont-Aignan, donc ce qui est quand même tout à fait inédit. Et enfin, troisième phase de ce bouleversement, aux législatives, sur les 345 députés sortants, seuls 142 ont été réélus, ce qui est un changement de tête sans précédent sous la Ve République. Quant au nouveau président de la République, il est issu d'un parti qui n'existait pas un an plus tôt, donc tout est incroyable dans ce résultat de cette élection. Alors dès sa prise de fonction, le nouveau président a soufflé le chaud et le froid, puisqu'il a commencé par nommer un Premier ministre qui, pour le coup, avait voté en 2013 contre les lois sur la transparence de la vie politique. Mais juste après, il annonce que le premier projet de loi qui sera soumis au Parlement sera un projet de loi. Alors à l'époque, c'était pour moraliser... je crois le premier nom, c'était pour rétablir la confiance. C'était très ambitieux, puisque ce projet de loi devait rétablir la confiance. Bon, maintenant, ça a un petit peu changé de nom, c'est pour la confiance, hein, pour la confiance dans la vie politique, donc c'est un peu moins prétentieux et un peu moins sans doute ambitieux. Donc on était un peu déçus, mais pour le coup, pour ce projet de loi, on était agréablement surpris. C'est pas tout le temps non plus que le gouvernement annonce que symboliquement la première loi sera pour moraliser un peu plus les pratiques politiques. Et en plus, on a été invité à être auditionné auprès du ministre de la Justice. Ça tombe bien parce qu'on avait quelques propositions qu'on avait proposées dans le cadre de notre charte éthique pour la présidentielle. Alors pour tout vous dire, on avait organisé une conférence de presse il y a un an, en septembre 2016, pour présenter notre charte éthique. Aucun média n'était venu. Tu parlais du rôle des médias, aucun média n'était venu s'intéresser. Par contre, on a eu les médias de manière vraiment très intense à partir de l'affaire Pénélope Fillon, puisqu'effectivement, c'est les affaires qui réveillent un petit peu l'intérêt des médias pour ces questions de moralisation de la vie politique. Donc, on a utilisé finalement toutes ces affaires, tous ces scandales. Il n'y a pas eu que Pénélope Fillon, il y a eu le Roux, etc. Pour justement nous proposer nos mesures, pour non pas accabler un tel ou tel, on s'en fiche, mais pour que ça change et pour que les abus qu'on détecte puissent être
interdit, supprimé pour l'avenir. C'est ça l'intérêt. Bon, moi, que François Fillon soit battu, je m'en fiche. Je veux qu'il n'y ait plus de possibilité que ces affaires se renouvellent. Et tu as raison que ces affaires, que les médias mettent en exergue tel ou tel scandale, ça impacte les résultats des élections. Très certainement que s'il n'y avait pas eu l'affaire Pénélope-Fillon, le président de la République ne s'appellerait pas Emmanuel Macron. Très certainement, au regard du score de François Fillon, il avait fait 20% avec cette affaire, enfin ces affaires, l'affaire du costume. Donc on peut se douter que s'il n'y avait pas eu ces scandales, il aurait sans doute été réélu. Donc c'est un impact, ces affaires. À la fois les citoyens très légitimement n'en veulent plus, mais même pour les hommes politiques eux-mêmes, ça impacte leur propre carrière. Donc on nous propose une loi pour moraliser, donc on ne dit pas non. Alors nous saluons les quelques avancées, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Effectivement, il y a eu deux lois pour l'instant, la loi ordinaire et la loi organique. La loi ordinaire qui supprime ce qu'on appelle l'indemnité représentative de frais de mandat, qui effectivement c'était un peu bizarre, parce que les parlementaires pouvaient dépenser à peu près 6 000 € sans justificatif. Alors on s'est aperçu que certains allaient en vacances avec, enfin c'est pas très bien. Moi-même en tant que président Anticor, je suis bénévole, mais je me fais rembourser les frais, je fournis mes justificatifs. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi des élus qui ont de l'argent public n'auraient rien à justifier. Ça me semble élémentaire dans n'importe quelle entreprise, n'importe quelle association. Tout le monde fait ça. Et j'étais un petit peu étonné que les parlementaires soient émus de cette mesure. Ils avaient l'air de découvrir qu'ils devaient justifier l'utilisation de l'argent public. C'est dans la Constitution. Les citoyens ont le droit de suivre l'emploi des deniers publics. Donc si un élu n'est pas d'accord avec ça, il faut surtout pas qu'il se présente devant le suffrage universel, parce que s'il est élu, qu'il perçoit l'argent public et s'il manipule l'argent public, on lui demandera de savoir ce qu'il fait de cet argent. C'est la moindre des choses. Donc première mesure, et la deuxième mesure qui est en réaction, tu parlais de réaction, c'est vrai, moi je le regrette, on réagit aux affaires. La deuxième mesure, c'était l'interdiction de l'embauche par un élu ou un membre du gouvernement d'un membre de sa famille. C'est la moindre des choses aussi, puisqu'on s'aperçoit que effectivement les recrutements, il y a je crois 20% des parlementaires qui ont recruté des membres de leur famille, et on s'aperçoit qu'ils ne travaillent pas tous. Lorsque une gamine de 15 ans est au lycée, qu'elle habite la Belgique, on se doute qu'elle ne travaille pas la nuit à l'Assemblée nationale. Enfin, et même Pénélope Fillon elle-même déclarait qu'elle ne travaillait pas pour son mari. Donc voilà, il y a évidemment des abus qui sont insupportables, et on voit pas pourquoi on continuerait comme ça. Alors j'étais un peu triste de constater que 70 députés ont saisi le Conseil constitutionnel, en partie pour faire annuler l'interdiction des recrutements familiaux. Ils arguaient du fait que le népotisme, la lutte contre le népotisme, provoquerait une discrimination et serait contraire à la Constitution. Fort heureusement, le Conseil constitutionnel a expliqué que quand même, c'est un peu normal de lutter contre le népotisme, mais il y a quand même 70 députés qui ont tenté leur chance pour faire annuler cette importante mesure visiblement pour eux. Il y a une deuxième loi qui est passée en même temps, la loi organique, qui supprime ce qu'on appelle la réserve parlementaire. Alors là, j'étais aussi un peu triste de voir finalement le temps qu'on a perdu avec cette affaire, puisque la réserve parlementaire n'est prévue dans aucun texte. C'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil constitutionnel. Donc ça n'a pas de base légale, c'est une pratique. On a inscrit des crédits de manière un peu exotique, pour ne pas dire illégale. On inscrit des crédits dans la loi de finances et on permet à des parlementaires de se transformer en Père Noël chaque année, de distribuer de l'argent. Alors pendant longtemps, c'était de manière complètement opaque. Depuis quelques années, on sait au moins ce que devient l'argent, mais on s'aperçoit, par exemple, que on a un sénateur qui s'appelle François Grosdidier qui a attribué 160 000 € à une association qu'il présidait lui-même, qui était domiciliée dans son propre bureau. Pourquoi pas? C'est une association où ils sont censés réfléchir sur l'écologie. Donc 160 000 €, c'est pas mal pour réfléchir. Donc là aussi, il y avait des abus. Et le Conseil d'État nous a dit, mais non seulement c'est pas prévu par les textes, mais c'est contraire à la Constitution, puisque les parlementaires n'ont pas le droit d'ajouter des charges publiques. Donc voilà, on a débattu, le Sénat s'est opposé, quelque chose qui n'aurait jamais dû exister, et qui est en plus contraire à la Constitution. Donc heureusement, ça a été supprimé. Donc il y a eu quelques avancées, mais qui sont quand même assez
assez limité. Alors, tu parlais des promesses tenues ou pas tenues. Nous, notre premier regret, c'est que 2 engagements forts du président de la République sont passés à la trappe. Le casier judiciaire vierge pour être candidat. Je vous rappelle que à peu près dans 400 professions, il faut un casier judiciaire vierge. Par exemple, moi, je suis fonctionnaire, je dois avoir un casier judiciaire vierge. Et c'est passé à la trappe, alors que c'était une promesse très claire du candidat. Alors c'est d'autant plus dommage qu'une loi avait été votée en première lecture par l'Assemblée nationale pour imposer ce fameux casier judiciaire vierge, la loi était d'ailleurs plutôt pas mal. Donc on a non seulement enterré une promesse de campagne, mais enterré la loi qui commençait à être votée. En second lieu, une promesse également du candidat Macron, qui était l'encadrement strict des pratiques du lobbying. Alors c'est un peu technique, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, n'importe quel lobbyiste se promène dans les couloirs. D'ailleurs, le mot lobby vient du mot couloir, hein, c'est un mot anglais. Il se promène dans le couloir de l'Assemblée et du Sénat. Il rencontre les parlementaires, ceux qui font la loi. Ils leur remettent des cadeaux. Hein, c'est pas moi qui le dis, puisque les lobbyistes ont des budgets cadeaux. Et d'ailleurs, dans les codes de déontologie, ça a l'air incroyable, dans les codes de déontologie du Sénat et de l'Assemblée, les cadeaux sont prévus. C'est-à-dire que les parlementaires ont le droit d'avoir des cadeaux. C'est juste la seule contrainte, c'est qu'à partir de 150 €, donc je ne sais pas s'il y a le prix sur le cadeau, mais enfin, à partir de 150 €, ils doivent déclarer le cadeau. Mais il n'y a pas de plafond. C'est-à-dire qu'ils on interdit aucun cadeau. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut aller. Mais donc c'est tout à fait toléré, autorisé, ce qui est très étonnant. Là aussi, un fonctionnaire n'a pas le droit d'accepter le moindre cadeau. D'ailleurs, pour la petite histoire, par exemple à Cannes, le maire de Cannes a interdit aux dames pipi des toilettes publiques de toucher les pourboires, puisque, je vous rappelle, le principe très simple, les fonctionnaires n'ont pas le droit d'accepter le moindre cadeau. Donc, par contre, les élus, visiblement, ont le droit, c'est prévu, tout va bien, donc pourquoi pas. Donc le problème de ces lobbyistes, c'est que forcément, ils vont influer les projets de loi et les amendements dans la plus grande opacité. Et donc on aurait souhaité, nous, qu'il y ait quand même une certaine traçabilité, qu'on sache au moins qui rencontre qui, quels cadeaux sont remis, voire même qu'on encadre les allées et venues des lobbyistes pour qu'on sache vraiment, qu'on puisse un peu éviter ce type de pression qui va parfois très loin, puisqu'on constate que certains parlementaires ont des positions très bizarres, vraiment. Certains même font du copier-coller d'amendements proposés par tel ou tel lobbyiste. C'est assez curieux. Il y a sans doute des contreparties, évidemment. Donc, voici deux grandes déceptions qui étaient en programme pourtant d'Emmanuel Macron. De même, nous avons déploré la suppression d'une mesure un peu technique, mais qui avait été annoncée par François Bayrou, peut-être d'ailleurs suite à l'entretien que j'avais eu avec lui. Je pense que c'était le seul point que j'avais réussi à faire ajouter. C'était la certification des comptes des partis politiques par la Cour des comptes, puisque ça a l'air incroyable, mais les comptes des partis politiques sont finalement très peu contrôlés, les recettes sont finalement très peu contrôlées, et l'affaire Big Malion a montré les abus, évidemment, que ça pouvait engendrer. Donc on aurait voulu, puisque la Cour des comptes est censée contrôler tous les organismes qui perçoivent de l'argent public, et à partir du moment où les partis politiques perçoivent de l'argent public, on ne voyait pas pourquoi on n'aurait pas pu imposer cette certification des comptes par la Cour des comptes. Ça aussi, c'est passé à la trappe, pourtant ça avait été annoncé. Et surtout, notre plus grosse déception, c'est le maintien de ce qu'on appelle le verrou de Bercy. Alors, c'est quoi le verrou de Bercy? C'est une pratique unique en Europe. C'est en fait les poursuites en matière pénale sont à l'initiative du procureur, sauf en matière de fraude fiscale. Il faut plutôt que le ministre du Budget prenne l'initiative de déclencher la procédure pour engager des poursuites contre les fraudeurs fiscaux. Alors ça pose d'énormes problèmes. C'est un point d'achoppement que j'ai eu avec François Bayrou, qui voyait pas le rapport avec la moralisation, alors qu'il est énorme, parce qu'évidemment, lorsque le ministre du Budget s'appelle Jérôme Cahuzac, vous imaginez bien le problème que ça pose en matière de lutte contre la fraude fiscale. Ou pire que ça, lorsque le ministre du Budget s'appelle Éric Woerth, et qu'il est en même temps le trésorier du parti au pouvoir. Vous imaginez, donc il encaisse de l'argent de généreux donateurs, et il décide des poursuites. Vous imaginez, mais comment on peut accepter ça? C'est juste pas possible. Le conflit d'intérêts, il est énorme. Et alors, sachez également que le ministre décide des poursuites ou pas, sans aucune justification, sans aucune motivation. On peut même pas contrôler le pourquoi de la décision. Il décide, c'est tout. Donc évidemment, ce verrou de Bercy, il est
C'est une énorme déception. Ça avait été imposé d'ailleurs ça avait été proposé, voté par les sénateurs, ce qui est quand même assez incroyable quand on connaît le conservatisme des sénateurs. Et ça a été bloqué par les élus d'En Marche, qui étaient quand même censés quand même apporter un peu d'audace, de manière un peu décevante. La fraude fiscale, le coût de la fraude fiscale en France, c'est 80 milliards par an. Donc c'est vraiment, voilà, quand on disait faut-il une éthique politique ou pas, au-delà de l'aspect moral, il y a un aspect économique. On demande aux Français de payer plus d'impôts, ou de se serrer la ceinture, ou alors on va rogner sur la qualité de services publics, on va rogner sur les prestations sociales, alors qu'on tolère chaque année une perte, rien que pour la fraude fiscale, de 80 milliards, et certainement entre 20 et 30 milliards pour la corruption. Je parle même pas du gaspillage d'argent public. L'argent, il est là. C'est pas la peine de réfléchir à l'austérité, plus d'austérité, l'argent, il est là. Donc, quand on décide de ne pas donner les moyens aux procureurs de poursuivre les fraudeurs fiscaux, sachez qu'à la fin de l'année, on va payer la facture, c'est 80 milliards. Alors, je terminerai l'analyse des textes votés par deux importantes observations. Beaucoup de dispositions sont renvoyées finalement au bon vouloir des bureaux, des assemblées et de leurs déontologues, la lutte contre les conflits d'intérêts, le contrôle des frais de mandat, le contrôle des recrutements croisés. Alors c'est quoi un recrutement croisé? C'est en fait lorsqu'un parlementaire va recruter quelqu'un de la famille d'un autre parlementaire. Ça, c'est pas interdit. Il peut pas recruter quelqu'un de sa famille, mais il peut recruter quelqu'un de la famille d'un autre parlementaire. Alors on avait peur que les parlementaires se passent leurs femmes et leurs enfants. Eh ben c'est prévu par la loi, c'est toléré. Mais il y aura juste peut-être un contrôle, mais qui sera fait à la discrétion des déontologues et des assemblées. Alors, j'ai pas remarqué pour l'instant une forte audace des déontologues. Moi-même, j'avais saisi il y a 2 ans le déontologue de l'Assemblée nationale sur la question des recrutements familiaux. Il m'avait dit très clairement que c'était pas sa préoccupation majeure. Visiblement, ça l'est devenu, avec l'affaire Penelope Gate. Donc, on voit bien qu'il y avait des choses qui ne choquaient pas le déontologue et qui ont choqué quand même l'opinion publique un peu plus tard. Je ne sais pas comment vont se comporter les déontologues. On aura peut-être d'heureuses surprises, mais pour l'instant, ils étaient plutôt un peu discrets. Alors la deuxième observation, c'est que les mesures les plus intéressantes vont normalement figurer dans le 3e volet de la loi sur la moralisation, qui est un volet constitutionnel, puisqu'on a eu une loi ordinaire, une loi organique. Et on doit avoir normalement, ce qu'on a un petit peu tendance à oublier, puisqu'on n'en parle plus beaucoup, mais enfin j'espère que c'est pas passé à la trappe, on aura normalement une loi constitutionnelle pour la confiance dans la vie politique, avec les mesures les plus intéressantes. La limitation des mandats dans le temps, notamment. Lorsqu'on sait qu'en France, les élus meurent avec leur mandat, c'est bien, ça va un petit peu rajeunir de force la classe politique. On a également prévu la suppression de la Cour de justice de la République, qui était la juridiction qui a jugé Madame Lagarde dans l'affaire des 400 millions donnés à Tapi. Donc c'est une juridiction qui ne sanctionne jamais personne. Donc évidemment, il faut supprimer tout ce qui est juridiction d'exception et revenir à des juridictions normales, composées de magistrats, et qui sanctionnent les élus comme n'importe quel citoyen. Il n'y a pas de raison. Suppression qui est également prévue dans la future loi, en tout cas annoncée, la suppression du droit accordé aux anciens présidents de siéger à vie au Conseil constitutionnel. Là aussi, c'est une sorte de privilège un peu anachronique, d'autant plus que lorsqu'on siège à vie au Conseil constitutionnel, on touche 12 000 € par mois, donc c'est pas non plus négligeable. Et puis évidemment, Anticor va profiter de cette loi pour essayer d'imposer tout ce qu'on a refusé pour l'instant, le casier judiciaire vierge, la certification des comptes des partis politiques par la Cour des comptes, la suppression du verrou de Bercy, ce qu'on appelle l'inviolabilité. Alors ça vous dit peut-être rien. Sachez que les parlementaires et le président de la République bénéficient d'une immunité composée de 2 choses. L'irresponsabilité totale pour tous les actes commis dans le cadre de leur mandat, ça, on est d'accord, mais l'inviolabilité pour les actes commis en dehors de leur mandat, c'est-à-dire que si un parlementaire commet un délit, en dehors de son mandat, il est protégé. On ne peut pas lui imposer une mesure privative de liberté. On ne peut pas, par exemple, le forcer à se rendre devant un juge d'instruction pour être mis en examen. J'ai l'exemple, par exemple, du maire de Cannes, l'ancien maire de Cannes, Bernard Brochant, qui,
est visé par des deux enquêtes, notamment une enquête sur un financement illégal de campagne électorale dans le cadre de son mandat de maire. Il ne peut pas être entendu, alors comme ça fait 5 fois qu'il est élu, il ne peut pas être entendu, le temps qu'il est élu et réélu, il ne peut pas être entendu par un juge d'instruction pour être mis en examen, donc il n'est pas mis en examen. Voilà, il a 79 ans, il se rendait pas beaucoup à l'Assemblée nationale. On a été un peu étonné d'apprendre qu'il était de nouveau candidat. Les mauvaises langues, dont je fais partie, pensent qu'il le souhaitait tout simplement 50 d'inviolabilité de plus. D'ailleurs, il a été réélu gentiment par les électeurs de Cannes. Donc, il va être, pendant 5 ans, on ne peut toujours pas l'entendre dans cette affaire qui n'a rien à voir avec son mandat de député. Ça s'appelle l'inviolabilité, c'est complètement incroyable, ça existe toujours. Donc là aussi, on va se battre pour qu'on supprime ce privilège un peu anachronique. Alors, évidemment, cette loi, les lois actuelles et la loi constitutionnelle ne va pas tout résoudre, évidemment. Il faudrait se pencher sur la corruption locale, qui a complètement été oubliée dans cette affaire, et il y a beaucoup à faire et à dire. Alors, je ne vais pas vous citer tout ce qu'on pourrait faire, mais au moins un petit peu muscler le contrôle de légalité par le préfet, parce que qui aujourd'hui une vraie passoire, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes en 2016 qui a expliqué que le contrôle de légalité ne fonctionnait plus. Le contrôle de légalité, c'est le préfet qui vérifie la légalité des actes votés par les collectivités. Il y a également la Cour de discipline budgétaire et financière qui a très peu de pouvoir. C'est une cour qui est censée sanctionner ceux qui ordonnent les dépenses lorsqu'ils se comportent mal. Alors, manque de chance, elle n'a pas le droit de sanctionner ni les élus locaux, ni les ministres. Alors, ça fait beaucoup de monde, hein. Par exemple, en 2016, elle n'a sanctionné que 5 personnes. Voilà. Donc, vous imaginez, par rapport aux abus commis. Donc, il faut tout simplement lui donner le pouvoir, enfin, etc., etc. Il y a également la question des poursuites bâillons. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est lorsqu'un élu, notamment un élu local, utilise l'argent public pour, ruiner un opposant politique ou un lanceur d'alerte en lui faisant des procès de diffamation, etc., un petit peu, qui n'ont aucune chance d'aboutir, mais qui vont qui vont obliger la personne attaquée, qui a soulevé un lièvre ou qui a dénoncé une malversation, qui vont l'obliger à prendre un avocat, à se défendre, et ça va très vite, hein. Denis Robert, dans l'affaire Clearstream, il a dépensé, je crois, 600 000 € en 10 ans. Voilà, donc au bout d'un moment, il n'en peut plus, quoi. Il passe sa vie à aller devant les tribunaux. Donc, au Canada, ou à Québec, il est prévu de sanctionner les personnes qui utilisent l'argent public pour étouffer un lanceur d'alerte. C'est une question évidemment importante, parce que si on autorise ces poursuites bâillons, on va tuer ou on tue l'opposition. Moi, j'habite Nice. Alors, sachez que ça a l'air incroyable, mais je vous assure que c'est vrai. En décembre 2012, le maire de Nice, Christian Estrosi, a pris une délibération qui interdit à toute personne de critiquer la situation financière de la ville. À toute personne. Si vous critiquez la situation financière de la ville, le conseil municipal a autorisé M. Estrosi de porter plainte contre cette personne. Incroyable quand même, hein. Bon. Je vous assure que c'est vrai, la délibération est toujours en vigueur. Voilà, donc évidemment, si on multiplie, on autorise ça, au bout d'un moment, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus personne ne peut donner son opinion. Donc, lutter contre la corruption locale, très importante. Évidemment, il faut aussi moraliser les activités privées, parce que les élus émanent de la société. Donc, si on autorise la corruption dans le cadre des activités privées, au bout d'un moment, on va retrouver la corruption dans le cadre des activités publiques, c'est évident. Donc, il y aurait aussi beaucoup à faire, évidemment, sur tout ce qui est le secteur privé. Enfin, il faudrait également moraliser les pratiques dans les partis politiques. Il y aurait beaucoup à dire, beaucoup à faire, mais ce serait presque la première chose à faire, puisque ce sont les partis qui sélectionnent les futurs élus. Donc ils ont un rôle évidemment très important. Et lorsqu'on voit comment ça se passe, rappelez-vous le duel Ségolène Royal-Martine Aubry, les accusations de tricherie, les accusations étayées d'ailleurs. Et rappelez-vous le duel Jean-François Copé-François Fillon, où on découvre qu'un parti qui a été au pouvoir n'arrive même pas à faire une addition, avec des recours partout, des bureaux de vote annulés de tous les côtés, avec des fausses procurations. Enfin, moi, dans ma ville de Nice, ils ont annulé tous les bureaux de vote de Nice. Il y avait des huissiers qui ont constaté qu'il y avait des fausses procurations de tous les côtés. Comment est-ce qu'on peut autoriser ça, sachant que les gens qui vont être élus vont se retrouver à un moment ou un autre candidats, députés, ministres? Enfin, c'est juste pas possible. Donc évidemment, il faut moraliser très vite ce qui se passe dans les partis politiques. Ça, c'est complètement
aberrant qu'on n'arrive même pas à avoir un vote interne qui soit un petit peu fiable. Voilà, donc ça c'est évidemment d'autres chantiers, beaucoup de choses à faire, vous imaginez bien. Alors sachez, la question aussi finalement de est-ce que ça sert à quelque chose l'éthique politique, sachez que là où ça se pratique, là où on a une forte transparence, notamment dans les pays scandinaves, on a comme par hasard une très faible corruption. Bon, peut-être qu'il y a un lien entre forte transparence, faible corruption. Et puis, comme par hasard, il y a chaque année un sondage qui évalue le sentiment de bonheur des pays. Alors, je ne sais pas si c'est très fiable, en tout cas, chaque année, ce sont les pays scandinaves. Moi, j'ai été en Scandinavie, me promener, et c'est vrai qu'il y a une très bonne répartition des richesses. Il n'y a pas de SDF. Les étudiants ont de l'argent. Ils font pas les poubelles. Bon, il y a pas de ce qu'on appelle les grands projets inutiles. Bon, en France, on aime bien, on fait des trucs, ça sert à rien. Moi, à Marseille, ils ont construit la Villa Méditerranée. Je sais pas si vous savez ce que c'est, personne ne sait ce que c'est. La Méditerranée, ça a été construit à côté d'un truc qui s'appelle le Mucem, à 10 mètres. Hein. Ils ont pas réussi à se mettre d'accord, ils ont fait chacun, l'État et la ville, enfin l'État et la région, pardon, ont fait chacun leur propre équipement. L'UMUCEM, 165 millions, et la Villa Méditerranée, 80 millions. Bah, alors, le MUCEM, au moins il y a un peu des gens qui vont dedans. La Villa Méditerranée, personne ne sait à quoi ça sert. Alors, 3 ans après, même les élus qui l'ont fait disent, on ne sait pas à quoi ça sert, on va peut-être le vendre. 80 millions, 5 millions de frais de fonctionnement chaque année. Voilà, on ne sait pas à quoi ça sert. Et les élus qui ont décidé ça, ne sont pas en prison, hein, vous inquiétez pas pour eux, ils touchent leur retraite, tout va bien. Voilà, donc évidemment, en Scandinavie, j'ai pas constaté, moi, des grands trucs qui servent à rien comme ça. Donc, il y a une très bonne répartition des richesses, et donc le sentiment, enfin, ce sont les pays où les gens se déclarent le plus heureux, comme par hasard. Donc, il y a sans doute peut-être une corrélation entre la faible corruption et une bonne répartition des richesses qui fait que les gens sont assez contents, finalement. Bon, voilà. Donc, il y a peut-être, sur l'utilité, une certaine utilité. En tout cas, vous voyez beaucoup de chantiers. Hein, la loi, évidemment, qui était censée rétablir la confiance, elle est loin d'avoir atteint son but. Il y a toute la société quelque part moralisée, même si on peut polémiquer sur le terme, évidemment. Je pense qu'on comprend tous l'idée, c'est-à-dire améliorer les pratiques, hein, que ce soit dans le public, dans le privé, dans les partis. Beaucoup de choses à faire. Alors, pour vous motiver, j'ai une petite citation de Gandhi qui me semble d'à propos. Celui qui voit un problème et qui ne fait rien fait partie du problème. Donc, vous voyez, en tant que citoyen, nous avons une énorme responsabilité, puisque en démocratie, l'homme providentiel, celui qui va tout faire à notre place, même si on y croit un petit peu à chaque élection, ça n'existe pas. Hein. En démocratie, l'homme providentiel, c'est le citoyen, c'est chacun d'entre nous. Donc voilà, beaucoup de pain sur la planche, et je vous remercie de votre attention et j'attends avec impatience vos questions.